Ouais. Bon midi, ici Stevie Ray et bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live en direct du fameux restaurant de Lachenay. Comme vous le savez, nous sommes disponibles sur Quai Marina Flashback. C'est l'émission qui va dans toutes les directions. Encore une fois cette semaine, nous allons terminer l'émission avec l'éditorial sur la LNH, maintenant que le Canadien est éliminé, place aux demi-finales. Avec ma deuxième invitée, nous parlerons de l'incidence de la crise du COVID sur les doyens de notre société, mais également sur la jeunesse d'aujourd'hui. Nous serons en compagnie d'une psychothérapeute toujours bien intéressante, une habituée de l'émission, Carole Crevier. Mais tout d'abord, mon premier invité, son nom est synonyme de dance music. Une carrière qui s'étale sur plus de 3 décennies de succès en succès. Très rare Québécois, Canadien à se mériter un disque diamant, soit plus d'1 million d'albums vendus depuis ses tout débuts. Un artiste dont la longévité n'a d'égal que sa passion, qui le pousse toujours à se renouveler. Avec grand plaisir, je vous présente un véritable gars de musique, l'excellent Dan Desnoyers. Salut. Bonjour Dan. Ça va bien? Ça va bien, je suis bien heureux de te voir ici. Ben, regarde, ça me fait plaisir. Je vais commencer par te dire bonne fête, parce que tu as célébré ton anniversaire il y a à peine... Le 31 août. Oui, c'est ça, ouais. Bonne fête. J'ai eu 21 ans. Ben oui, ben dans ton cœur, je pense que c'est ça que tu as. C'est ça. Très longue carrière fructueuse, plus de 30 ans. Si quelqu'un t'avait dit il y a 30 ans, tu serais assis ici avec moi à parler de ta carrière de 3 décennies, l'aurais-tu cru? Est-ce que c'était dans ton plan? Même pas. Même pas. Écoute, initialement, j'ai étudié pour faire carrément... Oui. C'était dans un domaine qui n'a rien à voir avec la musique. C'était quoi? Tu veux vraiment le savoir? Ben certain, c'était une de mes questions. Un plombier, je sais pas. Thanatologue. Aïe, aïe. Ouais. C'est Là, job de tu me Rosemont, surprends. c'est ça. Et j'étais préposé aux bénéficiaires à l'époque à l'hôpital de Notre-Dame-de-la-Merci. Ouais. Puis j'ai toujours, j'aimais ça travailler dans le domaine hospitalier à ce moment-là. Puis OK. je savais pas trop. Il y a un côté de toi qui veut aider. Ben oui, absolument. Ben, j'aime ça comme mettre aussi de la joie un peu dans la vie des gens. Et ça a toujours été un peu mon dada d'être un peu comme rassembleur et prendre soin du monde. Ce que tu fais maintenant avec ta musique. Ouais, c'est ça. Et ben c'est ça. Donc j'ai étudié en thanatologie et la fin de semaine, j'étais DJ dans un club dans le nord de la ville, ça n'existe plus, qui s'appelle l'Octogone. À l'Octogone, j'ai travaillé là quelques soirs, ça c'est pas loin de la fameuse prison de Bordeaux. C'est exactement, c'est sur le boulevard. Ça a même été un club controversé à une certaine époque. Ah, mais ça, j'étais pas là. Ok, c'est ça. Et tout ça pour dire, en tout cas, j'étais DJ, après ça, j'ai commencé à travailler un petit peu dans les bars, un peu partout à travers le. Mais l'Octogone a été ta première discothèque. Ben, écoute, j'ai commencé là, je m'occupais de pas grand-chose à part les lumières. Je remplaçais le gars des éclairages, après ça, j'ai mixé une couple de fois, puis à un moment donné, j'étais devenu DJ. Et là, j'ai commencé à jouer dans différents clubs à Montréal, un peu partout. Et de fil en aiguille, j'ai découvert une passion, mais depuis l'âge de 12 ans, j'avais 2 tables tournantes dans ma chambre, j'écoutais CKMF. Ben oui. Le 5 à 8, Guy Aubry. C'est ça, je faisais des montages, bon, c'est pas des montages, je mixais live avec des vinyles et j'enregistrais ça sur des cassettes 4 tracks. Ouais. Et regarde, ça a commencé comme ça. Petit train va loin, puis avec le temps, ben, j'ai décidé vraiment d'investir du temps là-dedans et je me suis retrouvé à faire un party pour les employés de Musique Plus. Ça s'est ouvert les portes? Ben là, ils ont aimé un peu ce que je faisais. Okay. Après ça, il y a eu... je faisais de la disco mobile. Ben, la grande passion. Ouais. Qui t'anime toujours. Ben, plus que jamais, en fait. À l'époque, j'étais DJ. Maintenant, bon, je fais de la production musicale, je produis de la musique, mais au départ, mon trip, c'était de faire danser les gens. Et ça a toujours été une passion, ma passion première, c'était ça. Tu as produit combien d'albums en carrière jusqu'à présent? 61. 61? On est à 1,3 million, je pense. Je pense qu'une des grandes qualités, c'est savoir se renouveler dans le domaine de la musique. Et c'est une qualité que tu possèdes. Ben, que je possède une qualité. Et tu travailles aussi. Mais quand on parle de passion, ça va là. C'est que pour moi, je suis toujours un peu comme curieux de savoir, ben, qu'est-ce qui vient de sortir. Ouais. J'aime ça les nouvelles sonorités, j'aime ça voir les courants musicaux, où ça s'en va, parce que, bon, j'ai commencé au début, je jouais du dance, et après ça, c'était plus house. Après ça, j'ai tombé techno. Après ça, je suis revenu house. La musique, tu en manques. Ben oui, absolument. Même encore aujourd'hui. Plus que jamais, écoute, je pense. Est-ce que ça t'arrive de prendre des pauses, dire, exemple, ce week-end, qu'est-ce que je dis là, mais ce week-end, j'en écoute pas de musique.
Ben, arrive-tu, sans ça? me le dire, j'en écoute pas, mais si par exemple, je sais pas, je vais au chalet, ben, je vais pas nécessairement écouter de la musique de club quand tu t'en vas là pour relaxer, écouter la nature, faire du bateau, puis même encore, la semaine passée, je suis allé visiter des amis, on est allé faire du bateau sur le lac Memphremagog. Puis ça s'est terminé à la fin de la soirée où je jouais de la musique encore sur un bateau. Tu sais, mais c'était pas le but. Est-ce que tu joues un instrument de musique? Je joue du piano puis de la batterie. Depuis quel âge? Le piano, écoute, mon père avait une orgue à la maison. OK. Puis je jouais déjà de l'orgue, je pense que j'avais 6-7 ans. Ouais, comme fou. Ouais, t'avais la musique dans le sang. C'est ça. Puis le drum, ben, je voulais jouer du drum. Ouais. Parce que j'aime le rythme, puis il n'était pas question chez nous qu'un drum rentre dans la maison, là, comme beaucoup de familles. J'en ai un drum chez moi, puis je peux te dire que c'est explosif. Ben, c'est ça. Et j'ai dit ça, mon drum, c'est venu plus tard. Mais c'est les deux seuls instruments que je joue. Sinon, quand je fais de la production musicale, bon, évidemment, avec l'informatique aujourd'hui, je travaille sur Ableton. Avant ça, je travaillais sur Cubase. Donc, je produis ma musique pas mal moi-même. Je fais des collaborations aussi avec d'autres producteurs. Et les instruments que je peux pas jouer, par exemple la guitare ou les brasses. Tu les incorpores. Ben, en fait, c'est que je vais prendre des gars à la pitch qui vont venir jouer. Je vais leur jouer au piano les accords ou les notes que j'aimerais entendre. Eux me les font avec leur instrument, qu'il soit la guitare ou peu importe. Et à ce moment-là, moi, j'incorpore ça dans ma musique. Ta plus grande influence, si tu avais à nommer une personne, un artiste, ou peut-être même dans ta vie personnelle, sur ta vie, ça a été qui? Côté DJ? Ben, ça peut être DJ, ton influence qui t'a poussé à aller plus loin. Tu pourrais me répondre à ton père, tu pourrais me répondre à n'importe qui. Mais y a-t-il une personne qui t'a vraiment influencé, à qui tu penses constamment pendant toutes ces années-là, tu as dit, lui, il m'a vraiment aidé, il m'a propulsé? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, ouais. C'est pour ça que je te demandais si, musicalement, là, ça serait Carl Cox. OK. Qui est un DJ très très connu, qui aujourd'hui mixe encore. Ben, en fait, là, il est à Ibiza présentement, il vit là-bas. Ça serait Carl Cox. Ici, Danny Tenaglia, un autre DJ qui est très, très populaire, des gars que j'écoutais religieusement leur musique. Sinon, dans la vie en business, écoute, Donald Tarleton, chez Donald K. Donald, ça a été mon mentor pour bâtir ma business. Quand j'ai débuté ma compagnie de disques Dina Music, que j'ai encore, au début, j'avais comme plus ou moins les armes nécessaires pour comprendre tout ce qui arrive. Parce que c'est très complexe de partir un record label, une compagnie de disques. Tu as les côtés droits d'auteur. Beaucoup de compétition aussi. Ouais, mais c'est aussi de prendre sa place au niveau de l'industrie du disque qui n'est pas évident. Aller dans les bonnes conventions musicales un peu partout à travers le monde. Il y en a un petit peu moins maintenant. Parce on va en parler plus loin, comment tu procèdes pour tes compilations. Moi, j'ai une question pour toi en 2 phrases. Comment tu expliques ta longévité? Parce que c'est plutôt rare, spécialement dans le dance music, d'avoir un gars qui est rendu à 32 ans de carrière. Ben, en fait, des années de DJ. Ben, pour être bien honnête avec toi, je sais pas. Tu sais pas? C'est de la chance? Tu avais combiné au travail? Je pense que ma passion a fait qu'à quelque part, les gens... tu sais, il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, Dan, tu as toujours fait partie du paysage québécois, de la mine de ça te rajeunit pas? Ben, c'est pas grave, mais tu sais, à la limite, il faut s'assumer aussi. Mais c'est de voir que les jeunes DJ aujourd'hui, souvent vont travailler. Je vais travailler avec eux autres dans les festivals ou entre autres dans les clubs. Mais les clubs, il y en a de moins en moins, mais que ce soit en corpo, en mode corpo ou en mode festival, il y a souvent un DJ qui est avant moi. Puis c'est souvent les plus jeunes DJ la plupart du temps. Et les gars sont contents de travailler avec moi. Je tisse des nouveaux liens. Ces gens-là, souvent, on se retrouve dans d'autres événements. Puis maintenant, tu vois, avec mes shows que je fais sur le net, le mardi puis le jeudi, ça m'a gardé vraiment encore involved. Oui, puis ça te garde aussi bien aiguisé. Je veux dire, comme un patineur a besoin de patiner, ben, pendant la période du COVID, de faire tes 2 heures comme ça de live, je veux dire... Bon, d'un premier temps, je l'ai fait pour divertir les gens à la maison. C'était ça le but. Parce que bon, je voyais que bon, il y a beaucoup de gens qui trouvaient ça un peu difficile de rester à la maison, on le sait. Je m'étais fixé comme but d'aller chercher des fonds pour aider des gens, des fondations, etc. Puis là, ben, à un moment donné,
après 2 mois, j'ai réalisé que j'aimais ça, que les gens, ils pensaient, les gens t'ont rendu avec comme une espèce de religion, c'est mardi, c'est le jeudi, on écoute Dinoy de 8 à 10 heures. Et là, je me suis dit, je me suis fait prendre à mon propre jeu là-dedans. C'est que là, à un moment donné, dans ma tête, je faisais mars, avril, mai, début d'été, j'arrêtais. Et là, je me suis retrouvé que là, le monde disait hey, tu ne lâches pas là, pour cet été. Tu fais le party, tu mets de l'ambiance dans la maison. Fait que là, j'ai dit bon, je vais faire juin. Et finalement, j'ai fait tout l'été. Et là, c'est rendu que là, je viens de rentrer un nouveau processus. En tout cas, je pense pas que c'est le but de l'entrevue, là, mais là, je m'en vais avec un show qui va être diffusé sur le net de façon régulière et avec aussi une qualité de show. On va faire ton parcours de ta carrière. Tu as connu beaucoup de succès en Europe. Tu as des chansons comme Good World, I Said, qui a été top 10 dans le palmarès canadien Dance, Moon Charm dans le top 40, Four Ladies. Tu as été producteur, réalisateur, ingénieur de son, mixeur, remixeur, concepteur de disques, animateur radio et DJ. Quelle fonction te stimule le plus et représente ta plus grande fierté? Sûrement un producteur, non? Oui, mais d'être DJ en public, c'est toujours de l'adrénaline pure. Oui, c'est ça. Tu as un public devant toi, puis je te comprends très bien. C'est ça. Faut tu sais, j'aime pas le mot, là, mais saisir le monde. Tu sais, de lire dans les yeux, lire dans les réactions. La vibration de la piste de danse. C'est ça. D'avoir une couple de centaines de personnes ou même des milliers de personnes devant toi qui réagissent parce que tu as fait la bonne sélection musicale, tu la joues au bon moment, la façon que tu l'as incorporé. C'est un art. C'est ça. Et ça restera toujours, c'est vraiment trippant pour n'importe quel gars qui travaille dans la musique. Là, en deuxième lieu, je te dirais la production musicale que j'ai découvert quand même sur le tard. J'ai commencé à produire. Les premières productions, c'était en 2003-2004. Avant ça, j'avais fait une production sur Danse Express 1, là, mais qui était comme pas terrible, là, en sens que je commençais. Là, mais là, maintenant, je fais beaucoup de production. Je produis pour d'autres aussi. Je fais de la grosse production qu'on appelle, c'est-à-dire je fais des chansons pour des artistes. Les gens ne savent pas que c'est moi qui ai fait, là, mais ça s'appelle de la grosse production. Donc, c'est une source de revenus supplémentaires. Puis bon, regarde, j'aime ça. Je vais faire ton parcours. En juin 1999, tu fondes ta propre étiquette DKD, Dinoy Music, au sein du groupe Donald K. Donald. En juin 2000, tu crées la compilation Touchdown 2000. Puis tu deviens co-animateur sur le beat sur Énergie les vendredis soirs avec un auditoire de 1,7 million. Puis en juin 2004, le disque de 30 titres House Tandem. Ensuite, juillet de la même année, soit en 2004, tu déménages à C'est quoi, 96.9, pour co-animer Spin, l'émission qui donne naissance aux compilations Power Spin, que j'ai écouté très souvent. En août 2006, retour à Énergie pour animer le Party 5 à 8. En mai 2014, tu signes avec Ultra Records pour la compilation Ultra Mix 6. Puis tu as eu beaucoup d'opportunités aussi en Europe. Je veux dire, tu as travaillé en Europe, que ce soit à Sao Paulo, en Égypte, au Brésil. Ma question, pourquoi l'Europe? Est-ce que c'est une opportunité ou un plan que tu avais? Non, c'était pas un plan du tout. C'est des chansons que j'avais produites qui se sont retrouvées à être jouées par des DJ en Europe. Et au Pacha Ibiza, il y a un des titres que j'avais fait qu'un DJ populaire a joué là-bas. Et ça m'a amené, on a eu un appel une journée, puis les gens du Pacha, Pacha c'est une chaîne de clubs, de clubs dans des stations balnéaires, c'est des clubs de prestige. Puis il y en avait 26 dans le monde, mais là, il y en a un peu moins. Et puis ils m'ont demandé de devenir ambassadeur en fait pour eux autres. Donc j'étais ambassadeur canadien pour les Pachas. Donc j'étais appelé à aller jouer dans les différents Pachas à travers le monde. C'est intéressant ça. C'est ça. Ça a commencé comme ça. Puis là, après ça, ça m'a amené d'autres contrats aux États-Unis, en Italie, en France. C'est pas tout le monde qui peut se targuer, se vanter d'avoir fait tout ça. J'aime pas le mot vanter. Non, mais je veux dire, il faut reconnaître que tu as connu du succès. J'ai eu une bonne étoile, puis j'ai travaillé fort aussi. C'est un mélange des deux qui a fait que je me suis retrouvé à jouer un peu partout comme ça. Puis ça me manque, et c'est sûr que ça me manque énormément parce qu'avec ce qui arrive présentement... Pas facile pour les amoureux de la musique et des pistes de danse. En fait, on a été les premiers à être arrêtés.
dans cette histoire-là, parce que justement, la première chose qu'on fait, c'est d'arrêter les rassemblements. Puis notre job, c'est d'être rassembleur. Et on va possiblement être les derniers à rembarquer en piste, mais bon, on va voir ce qui va se passer. En 2018, tu fêtes ton 30 ans de carrière. Tu es un des rares artistes québécois à se mériter un disque diamant, soit plus d'1 million d'albums vendus en carrière avec tes compilations. Est-ce que parfois tu te pinces encore? Si je me pince, j'y pense pas. J'y pense pas. Ça arrive, puis... Puis même quand on m'a annoncé que j'avais les millions d'albums vendus, je l'ai réalisé en me le faisant dire au téléphone par les gens de Universal à l'époque. Mais c'était pas, j'ai jamais fait des disques pour dire, moi je vais avoir 50 000, 100 000 ou 1 million d'albums. Mais tu espères un succès sans savoir jusqu'où ça va aller. Écoute, chaque disque que je sortais, mon stress numéro un, c'est est-ce que le monde va aimer ça, tu vois? Est-ce que je suis encore tendance? Est-ce que je tape dans le mille? Est-ce que tout le monde va être content dans mon entourage? Parce que moi, il faut garder en tête qu'en grossissant la compagnie chez Dina Music, là, j'ai beaucoup moins d'employés, mais à l'époque, on a monté jusqu'à 11 ou 12 employés. Ce monde-là, j'apportais du pain et du beurre sur la table, tu vois. Ouais. Donc, à chaque disque que je sortais, je me disais, s'il ne fonctionne pas, ce disque-là... C'est des gens aussi qui vivent de ça autour de toi. C'est ça. Grande responsabilité. Exactement. Et j'avais aussi des ententes signées avec les distributeurs, avec des délais à respecter, avec des quantités à vendre. Donc, moi, le but, c'était pas de faire 1 million d'albums. Le but, c'était toujours, d'album en album, de me dire, bon, focus, là, puis il faut que ce soit meilleur que le précédent. Tu conjugues bien avec cette pression-là, finalement. Ah, oui, ça, oui. Parce que c'est une des clés. Oui, vraiment. Y a-tu un album en particulier qui a une certaine saveur de plus pour toi, personnellement? Pacha Ibiza. Oui? Ouais. Pourquoi le Pacha Ibiza? Parce que c'était pour moi le tremplin à l'international. Ça a été aussi... il y a un DVD là-dedans, cet album-là, où tu me vois live. Et c'était mes premiers... en fait, c'était ma première expérience quand tu arrives en terrain inconnu. Tu sais, d'être dans ton Québec, tu le connais ton Québec. Je connais mon public, je sais en gros les tendances. C'est un élément de plus à l'étranger. Là, tu arrives ailleurs, puis là, la première affaire qui te passe en tête, c'est sont rendus où, eux autres, où est-ce que je suis présentement. Est-ce qu'ils sont 6 mois en avance sur la musique? Là, je veux-tu avoir l'air d'un gars qui joue de la vieille musique ou je vais être un gars qui va jouer de la musique qui vont faire que c'est ça, il vient de quelle planète, lui, tu sais? Fait que ça, là, ce buzz-là, c'est stressant, mais en même temps, quand tu y arrives, c'est cool. T'sais. En une phrase, c'est quoi ton approche sur disque, ton mindset, quand tu commences un travail? C'est quoi ton approche? Je trouve une ligne directrice. Okay. Et mettons, si on parle de compilation, souvent, je mets, dans les premières chansons, je mets des trucs que les gens connaissent plus. Okay. Et les trucs qui sont très forts, mais que je me dis, ça va pogner, mais dans un mois, 6 mois, 1 an, peu importe, je vais les mettre en second. Mais pour amener les gens quand même, les forcer à écouter jusque-là, parce que faut que tu donnes une chance à la chanson, tu sais. Souvent, j'ai vu ça... Des tunes qui ont pogné après des années. C'est ça, tu sais. Puis souvent, j'ai vu ça, puis je trouve ça dommage. Puis s'il y a des DJ qui nous écoutent, quand ils vont voir l'entrevue, ils vont se reconnaître là-dedans. Combien de fois ça arrive, tu as hâte de jouer la fameuse nouveauté, tu es content, là. Puis là, quand tu pars, l'effet que... Pas de réaction? C'est pas que tu n'as pas de réaction, que tu vides ton plancher de danse, parce que moi, on fait « Ah, je la connais pas, cette tune-là. » J'ai connu ça, je la connais pas, cette tune-là. Je vais aller m'asseoir, je la connais pas. Puis là, tant que tu ne mets pas de nouveauté, mais quelque chose de connu, là, tu ramènes ton monde. Mais ça, on le vit beaucoup au Québec. À l'étranger, je l'ai vécu beaucoup moins. C'était plus l'inverse, tu vois. Et c'est ce que j'ai essayé d'amener ici, sur les compilations, de mettre des chansons nouvelles qui étaient appelées à devenir des hits. C'est ça. Puis, mais du fait que mon public numéro 1, c'est les Québécois, il fallait toujours que je mette les grosses tunes connues au début pour dire au monde, regarde, vous aimez ça, là, je vous donne du bonbon, là, vous êtes contents, mais là, restez là, restez là, parce que la prochaine, là, tu l'aimeras peut-être pas tout de suite, mais tu vas peut-être l'aimer dans 2-3 mois, tu comprends? Donc, c'était un peu ça le mindset des albums, comment je les sortais à l'époque. Une ou deux questions avant d'aller à la pause. Le plaisir, c'est pour toi très important dans ton travail? Oui. Hein? Faut que tu t'amuses. Parce que parfois, il y a un peu moins de plaisir. Je veux dire, tu as des comptes à rendre, ainsi de suite. Il peut y avoir des impondérables, là, comme tu dis, une piste de danse qui se vide. J'ai la chance de faire
ma passion, de réaliser ma passion en travaillant. Si je m'en vais travailler avec justement qu'il n'y a pas de plaisir, j'ai manqué l'objectif, c'est sûr. Avant d'aller à la pause, moi j'ai une question pour toi, parce que tu es un artiste, donc tu comprends le processus de création qui parfois peut être très souffrant. J'ai parlé avec des romanciers, des romancières, des guitaristes, peu importe. Quand tu as une idée qui te pogne, ça peut être en plein milieu de la nuit, tu as vécu ça, hein? Ben oui, moi, tu travailles la nuit? Ben, je travaille la nuit, mais même encore, j'ai déjà rêvé à des accords de piano. Pour vrai, me lever, prendre mon cellulaire, aller m'asseoir au piano dans le salon. Puis juste par peur de les oublier. Ouais. Puis fait que là, je m'assois à mon piano, j'ouvre mon cellulaire, puis je vais jouer juste les accords qui m'ont passé en tête. Puis après ça, je peux dormir en paix. Okay. Mais je pense que en psychologie, ils ont toujours dit si tu veux bien dormir, puis même les médecins le recommandent aussi, mets-toi une feuille de papier et un crayon sur ta table de chevet. Parce que souvent, l'hamster, quand il part à tourner... je le fais parfois, ça peut être pour des entrevues ou si j'écris des textes. Ben, c'est ça. Tu as une question qui te vient, puis peut-être qu'au matin, tu l'auras oublié. Ça, puis par peur de l'oublier, tu dors plus. Parce que là, tu te fais, ben OK, faut vraiment pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça, faut pas... Mais si tu l'écris, là, ça prend 2 secondes, puis après ça, tu peux dormir, tu sais... Dan, le processus de composition d'une tune dance ou house, est-ce qu'on peut comparer ça au rock? N'importe quoi. C'est de la musique, donc ça reste la même chose. Tu sais, les gens là, qui disaient, bon, vu que c'est de la musique électronique, c'est plus simple. C'est pas vrai, puis je suis... Ben non, c'est pas vrai, certain. Je veux dire, là-dedans, moi, je joue mes tunes, je vais jouer du piano, par exemple. Bon, ben, que tu sois dans un band rock, dans un band house, que tu sois dans un band country, tu joues des accords de piano, puis tu comprends, c'est de la créativité, puis c'est à nous, créateurs, producteurs de musique, de faire des choses différentes. Et c'est là que... C'est là le défi aussi. C'est là qu'on sépare ceux qui réussissent à ceux qui réussissent peut-être moins. Dan, pourquoi le dance? Très brièvement, en une phrase ou deux, pourquoi le dance dans ton cas? Aucune idée. L'énergie? Oui. Je peux même pas te le dire. Je pense que parce que j'ai grandi avec CKMF à l'époque. Je jouais beaucoup le disco puis le dance. L'influence reste. C'est ça. On va parler du mouvement disco après. OK. Vous aimez les vieux systèmes de son, vous ne savez pas où aller, je vous recommande un endroit qui est très surprenant. Vous allez être reçu avec beaucoup de courtoisie et de professionnalisme. Mais pour faire un retour dans le temps, pour penser qu'on est en 1995, en 1989, c'est l'endroit parfait. Allez au centre de liquidation audio usagé, on aime bien dire vintage, beaucoup d'équipements de qualité sur place, que ce soit résidentiel, commercial, vous ouvrez un bar, un restaurant, une boutique, c'est l'endroit pour vous. C'est pas dur à trouver, c'est dans le complexe de la Marina de Repentigny, situé au 358 Notre-Dame. Les réparations sont faites sur place. Allez voir le propriétaire Rinaldo, un chic type. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-6849. Parlant de système de son du passé, de la musique du passé, si une certaine nostalgie t'habite, mon cher Dan, concernant l'ancienne époque, là, 1990, ainsi de suite. Est-ce que c'est l'aspect ambiance de club, le style de musique, les relations interpersonnelles qui ont changé, ou simplement l'époque? Qu'est-ce qui te manquerait, toi, encore, dans tes souvenirs de cette époque-là? Moi, c'est de voir des line-up devant les clubs. Ah, j'aime ta réponse. Ce qui n'existe plus aujourd'hui, tu sais. Moi, je me rappelle, là, le club ouvrait les portes à 10h ou à 9h, tu avais des line-up. Les gens, là, à 10h30, 11h, ton plancher de danse était plein. Oui, puis tu avais 2 gangs, spécialement le samedi. Tu avais ceux qui avaient été ailleurs et qui n'étaient pas satisfaits, qui arrivaient à minuit et demi. Fait que tu avais deux line-up, comme tu le dis. Ça. Mais pour le DJ, c'était... puis à l'époque, les DJ, on n'était pas reconnus comme des artistes, vraiment. Si tu te souviens bien, on était un peu considérés comme le gars, le jukebox, le gars qui est au bout, qui met de la musique. Puis, même pour les propriétaires de bars, c'était pas important d'engager n'importe qui. Parlant de jukebox, un des mauvais aspects d'être DJ, moi j'étais seulement animateur, moi j'ai travaillé avec plein de DJ. Ce sont les gens qui, parfois en boisson, viennent te postiller ça au visage parce qu'ils demandent une toune, puis ça la prend tout de suite, même si le style ne convient pas du tout. Puis ça peut être un aspect des fois qui peut être un peu plus difficile. Ouais, mais il faut apprendre à... c'est ça, ça fait partie de... On compose avec ça. T'sais, je veux dire, moi, je t'ai rendu... peut-être, bon, c'est sûr, ça fait plusieurs années que je fais ça, là, mais tu viens que tu as des phrases clés à répondre à ces gens-là. Ça va de « je te joue ça un peu plus tard » à « je l'ai pas, mais as-tu quelque chose que tu peux te faire plaisir en jouant autre chose que tu aimerais? » Selon le degré d'alcoolémie aussi. C'est ça. Quand tu vois qu'il n'y a plus de son, plus d'image, à ce moment-là, ben,
tu perds pas trop ton temps là parce que tu sais que la personne est plus ou moins là, mais tu essaies toujours, tu travailles pour la santé de ton événement, de ton party. Tu sais. Si tu commences à t'obstiner avec quelqu'un, ça installe un climat qui est négatif, ça installe. Non, puis on est là pour faire la promotion de l'endroit. Fait que t'es pas censé, à titre de membre du personnel, de te chicaner. T'es censé psychologiquement être prête à faire ce métier-là. Pas juste de côté habilité ou connaissance musicale. Il faut que tu fasses face aussi à la musique en termes de clientèle. Parce que dans un bar, c'est dans un bar. T'sais. Dan, on va parler un peu de l'époque disco, mettons 1974 à 84-85. Moi, je dis toujours que la dernière chanson qui a marqué la fin de l'époque disco, c'est Let the Night Take the Blame. C'est une tune qui rassemblait tout ce que le mouvement disco avait. Mais quand on parle de ces années-là, qui sont difficiles à reproduire selon moi, pour la légèreté, l'optimisme qu'il y avait dans l'air, c'était axé beaucoup sur le plaisir, la joie de vivre, qui était très palpable. Et c'est tellement différent aujourd'hui. Est-ce que tu es d'accord avec moi que ça va être difficile de reproduire un tel mouvement de société qui est reflété dans la musique disco? Tu sais, à l'époque, tu n'avais pas 22 000 sortes de musique. Okay. Il y a ça aussi. Aujourd'hui, tu as du dubstep, tu as du trap, tu as du house, tu as du vocal house, tu as du progressive house, tu as du dance, tu as du pop, tu as du EDM, tu as de l'électro, tu as... Écoute, on s'en va là. Ouais, on va être ici encore même matin. C'est ça. Fait que pour moi, il y a tellement de niches maintenant dans les choix musicaux que c'est quasi impossible de reproduire ce qu'on a vécu dans ces années-là où tu avais le disco ou le rock ou le rap. Ouais. C'était pas compliqué, c'était ça. Bang, bang, bang. T'avais le country aussi, là, mais je parle pour sortir, c'était disco, là, les bars, c'était soit un bar rock, un bar disco, ou t'avais le rap. C'était ça. Puis t'avais les bars country aussi, il faut le dire. Qui d'ailleurs, le country, pour Est-ce que tu aimes le country? Je suis pas un Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a d'autres styles de musique qui pourraient surprendre les gens comme l'opéra? Ça t'intéresse? L'opéra, tu sais, j'aime. Tu connais Yanni? Oui. Bon, Yanni, tu sais, qui est un style de musique. Mais il n'y en a pas chez moi. Non, il n'y en a pas chez toi, mais pour moi. Mais c'est bon pareil. Je veux dire, j'ai écouté ça pour la première fois il y a quelques années, puis je me suis dit, waouh, ce gars-là, c'est un génie. Tu comprends ce que je veux dire? Puis à partir de là. Mais tu peux aller chercher des influences aussi. Effectivement. Fait que il y a des DJ qui sont des génies. On en a perdu un récemment, Avicii. Que tu as connu personnellement? Je l'ai rencontré. J'ai joué avec lui 2 fois. Puis je l'ai rencontré peut-être 5-6 fois avec les conventions musicales, tout ça. Un gars très très gêné, très renfermé sur lui-même. Mais un génie, là. Tu sais, quand tu dis un génie, ce gars-là, tu l'assoyais devant son clavier, devant son ordi, puis il te pondait une tourne en quasiment 2 heures. Tu sais, ce que plein de monde n'a pas la facilité de faire. Tu sais. Moi, le premier, je ne serais pas capable de te faire une tourne en 2 heures. Mais juste te montrer que il y a des génies dans tous les styles. Fait que si on revient au choix musical et tout ça, et de reproduire tout ça présentement, compliqué. C'est plus compliqué. Dans le temps, donc, ton travail est plus compliqué maintenant avec toutes les plateformes de communication qu'on a. Il faut que tu trouves ta niche. Puis il faut que tu trouves aussi où est-ce que, quand on dit ta niche, tu es à l'aise, mais aussi où est-ce que tu vas être le meilleur dans ce que tu fais. Tu sais, je veux dire, si tu me dirais, Daniel, fais-moi une tune rock, avec les connaissances que j'ai, je pourrais te faire une tune rock. Une bonne tune rock, je suis pas sûr, parce que c'est pas ma niche à moi. Bien dit. Fait que ça, c'est entouré de tous ces jeunes-là, arrive-t-il parfois que tu te sentes vieux? Non. Non? Non. Tu as encore ton, comme on disait en pré-entrevue, tu as ton cœur de 21 ans? Ben non, mais c'est pas une question juste de ça, c'est une question d'être rassembleur. Tu sais, moi, quand je dis rassembleur, j'ai toujours été comme ça. Je suis présentement, si tu écoutes le show que je fais sur Twitch, ça s'appelle La Famille Dinoy. La Famille Dinoy, c'est mon nom d'artiste. Oui, c'est ça. Bon, mais c'est La Famille Dinoy. J'ai des gars de tous les âges dedans. J'ai du monde de 40 ans, de 25 ans, de 35 ans. Puis c'est ma famille, je suis rassembleur. Mais le gars qui a 40 ans, il est quand même plus proche de mon âge. C'est encore, je le prends comme mon fiston, tu sais, c'est tous mes fistons, c'est tous mes boys, je suis rassembleur. Fait que quand j'arrive dans un milieu de jeunes, je me sens pas comme vieux, je me sens juste comme familial, je le vois de même. Capitaine de bateau. Capitaine de bateau, un peu le capitaine capitaine mais tu sais, un peu le popette, tout ça, mais je me sens pas comme fini ou passé date. Puis les gars souvent vont m'appeler, ils vont m'écrire pour dire « Hey, telle tune, t'as fait jouer ça, c'est super bon, peux-tu me l'envoyer? » Fait que comment tu veux te sentir vieux quand tu te fais écrire ça? Tu fais juste comme « Wow, ok, je suis dans la game, tu sais, puis
fais tes devoirs, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Pour la musique, il n'y a pas d'âge. Ouais. Tu peux avoir. Ben oui. Tu sais, je veux dire, Carl Cox, que je parlais tantôt, qui est mon idole. Carl Cox fait des gros sets encore et c'est le DJ le plus écouté à Ibiza. Il y a 62, je pense. Puis le gars, quand il arrive, il déplace des foules. Puis c'est du monde qui ont de 16 ans à 40, à 50 ans. Il y a tous les styles. Fait que c'est plus comme dans le temps où, là, rendu à un certain âge, un DJ a plus sa place. C'est pas comme ça. Dan, avant de tomber dans les questions rafales, parce que le temps nous pousse un petit peu. As-tu des enfants? 2. Quel âge ont-ils? Mon garçon a 30 ans, ma fille elle vient d'avoir 29. Ah, fait que c'est du monde de dance music aussi un peu? Ben, c'est du monde qui écoute de tout. Mes 2 enfants aiment beaucoup l'électronique, la musique électronique. Mais elles sont open mind, dans le sens qu'ils écoutent un peu de tout. Maintenant, on va aller dans les questions rafales. C'est vraiment une réponse par un mot ou une phrase. On ne va pas élaborer. Dans tes goûts personnels, pour les curieux, nomme-moi 3 tunes des 20 dernières années que tu aimes beaucoup. Que ce soit de tes compilations, que ce soit un autre artiste. Nomme-moi 3 tunes comme ça que tu aimes beaucoup. OK, 3 tunes rapidement, mais tu me demandes ça vite comme ça. My God, il y en a passe par tellement. la tête, oui, je sais. Phil Collins, on va parler d'artistes, j'aimerais mieux ça parce que c'est beaucoup de tunes. Okay. Ah, c'est bon. Phil ça. Collins, In the Air, j'aime bien ça. on va en 1981. Là. Il y a de tout. Tu sais, Sia, ça, c'est intéressant. avec Guetta, c'est bon. Écoute, tu vas battre ça vite demain, écoute. OK, nomme-moi un groupe ou 2, que ce soit dans le dance ou que ce soit rock, que tu aimes, que tu as toujours aimé, que tu vas toujours aimer. Exemple, es-tu un amateur de Led Zeppelin et CDC et de ZZ Top? OK. Pink Floyd. Si on parle de groupe, j'ai beaucoup aimé aussi Led Zeppelin. Oui. Un incontournable. Ouais, mais là, on va loin. Ouais, c'est ça. The Police, j'ai bien aimé ça. Oui. Parce que tu me parles de loin. Plus récent, dans les formations, les groupes. As-tu encore tes vinyles, Dan? Oui. Tu dois en avoir quelques-uns. On va tester tes goûts et non pas tes connaissances. OK. Tu vas peut-être avoir des commentaires en face, c'est peut-être des gens que tu as rencontrés. Culture Beat, Take Me Away. Ouais. Ça dit quoi? Ben 1994? J'ai joué ça. J'ai joué ça. C'est sûr. Tu aimais ça? Ben oui, ben, aujourd'hui j'aimerais peut-être même moins. Ouais. Mais... It's Gonna Be Alright. Ouais. It's gonna be alright. C'est Bill Shepherd qui est décédé, ça fait pas tellement longtemps pour de ça. Ouais. Ça c'est une de mes préférées tous les temps pour animer un plancher de danse. Carry On, Let Me Love You for Tonight. Eh boy, ça fait longtemps ça. Oui, 1989. Ouais, c'est ça. Kylie Minogue. Oui, ça tu as aimé? J'ai joué, mais j'ai joué ça plus quand à l'époque commerciale. Ça, je faisais des parties de cégep avec ça. Ah, OK. 2003, ça à peu près, je pense. Je ne pourrais pas te dire. Real Love. Et ouais, ça fait longtemps. C'est quoi déjà son nom? Jodie Watley. Ça, tu as aimé ça? J'ai pas, non, pas tant. Non, OK. Charlemagne. On tombe presque dans le disco, en 1981. Ça, je me souviens, oui. S-Express. Hein? Un classique, tu aimais ça. Maintenant, je veux savoir qu'est-ce que tu penses de ce bonhomme-là. Elvis. Un picture disc Ouais. d'Elvis Presley. Son œuvre, qu'est-ce que tu en penses? T'sais, Parce que c'est sûr que ces dernières années sont venues un petit peu ternir sur le plan personnel. Ouais, mais ça, musicalement, ça demeure écoute, une sommité. C'est que tu prennes Elvis, comment ça s'est terminé, Michael Jackson, oui. Prince, oui. bon, il y a de tout, là, mais tu sais, à l'époque, c'était des gens, c'était des génies. Tu sais, Elvis, je veux dire, qui n'a pas connu Elvis, qui n'a pas aimé Elvis? Mais ce qui est triste, c'est que tu n'entends plus Elvis à la radio, sauf à Noël. Parce que ça ne joue plus nulle part, je veux dire. Même Chaume FM ne fait pas jouer de tune d'Elvis. Et ça, c'est triste un peu. On est un peu à l'époque du jetable, OK? Ben, garde ça en tête, là. Puis, ouais. tu sais, je veux dire, je n'ai pas, pas de leçon à donner à personne, mais raison. On est à une époque où tout va tellement vite. C'est l'époque du jetable. J'ai rien d'autre à dire que les gens, là, quand écoute, je produis des tunes. Une station X va embarquer, mettons, une de mes tunes en 3 mois. 3 mois. 4 mois si t'es chanceux. Ouais. Puis après ça, ben, t'es tous oubliettes. Fait qu'imagine un gars comme Elvis qui il est plus là depuis un bout. Là. Même s'il est connu, le nouveau prend la place. Dan, je pense qu'après 32 ans, tu deals bien en bon français avec la notoriété, la célébrité, le jet set. Y a-t-il un ou deux aspects du fait d'être connu que peut-être c'est plus difficile parfois? Ben, tu peux pas... c'est sûr que les yeux sont souvent plus virés sur nous dans des situations où tu aimerais moins. Par exemple, si je sors avec des amis, puis qu'on décide de lâcher notre fou, ben, il faut que je fasse un petit peu plus attention que d'autres personnes. Ouais, parce que tu peux t'en se saouler. Ben, tu peux virer une bonne soirée. Les ragots vont être plus rapides. Ben, c'est parce que, tu sais, comme n'importe quel humain, quand on a bu, on dit des affaires, des fois, on lâche des jokes, tout ça, puis
Il faut que tu fasses attention. C'est un peu plus ça. Es-tu sportif, amateur de hockey? Tu suis le Canadien, des choses comme ça? Je ne suis pas le hockey, pas parce que j'aime pas le hockey, mais tout simplement, mon métier a fait que des fois, je partais des 2-3 semaines, des mois, je revenais. Je me suis découragé un peu à tu sais, c'est comme je te de dirais, façon discontinue. c'est comme je te dirais de commencer à une télésérie que tu regardes religieusement chaque semaine, puis à un moment donné, je t'enlève 3 émissions en plein milieu. C'est ça. Mais ça vient dole, parce que quand tu reviens, mais tout ce que tu as manqué, c'est comme. Puis tu peux pas commencer à écouter du hockey en reprise, c'est dole. Tu sais, c'est déjà qui gagne. Oui. J'ai plein de vieux matchs enregistrés depuis 35 ans, puis j'en écoute à peu près jamais. Ben, c'est ça. Dan, c'est quoi la différence entre Daniel Desnoyers en 1999 et Daniel Desnoyers sur le plan personnel en 2020? C'est sûr que tu es un homme plus mûr, tu as vieilli, mais en tant que travailleur de DJ, de production, est-ce que ton approche est différente? Tu es le même gars? Je suis plus comme quand tu terre à terre, pas dans le sens que je me prenais pour un autre, mais dans le sens où par rapport à tes projets? Ben, quand quelqu'un m'arrive avec un projet, le côté à l'époque que j'étais comme oui, on le fait. Maintenant, je vais souvent faire comme un step back, dire attends un peu, je vais analyser. Oui, ça va à peine, oui, j'embarque ou non, j'embarque pas. Et ça, c'est. Beaucoup de jalousie et d'envie parfois dans ton entourage, que c'est plus difficile parce que je ne veux pas avec le succès vient l'envie. Dans n'importe quel domaine, il y a toujours ça. Tu sais, les gens qui sont. Il y a beaucoup de gens qui sont envieux, mais faut apprendre à composer avec ça. Tu sais. Il y a des gens qui m'ont dit, tu sais, comment tu vas voir, mettons, ah ben lui comme DJ, moi aussi je suis capable de faire la même chose que lui, ou je suis aussi bon, ou sinon meilleur que lui, ou c'était pas bon ce qu'il fait, puis après ça tu regardes cette personne-là qui critique, puis tu vois carrément que, mettons, c'est de la jalousie, ou justement, tu sais, il y a pas ça les haters, les gens qui aiment juste dire des choses. Il y en a mais faut pas que tu t'arrêtes à ça. Puis quand tu réussis à tu continues ta ligne, même s'il y a de la critique. Ça peut bien te pousser plus loin. Quand tu regardes à l'avant, tu avances. Quand tu regardes sur le côté, le temps que tu regardes sur le côté, tu n'avances plus. Tu comprends? Moi, pourquoi j'ai réussi, pourquoi j'ai avancé dans ce domaine-là, c'est que je ne me suis pas arrêté à tout ce qui se passe autour. Mais il ne faut pas non plus écraser les gens autour. Parce qu'il faut savoir bien s'entourer. Si tu restes positif, tu peux pas faire ça. C'est ça. C'était un peu ma force. Comme je t'expliquais, je suis rassembleur. Je me suis créé une belle équipe. Tu es d'accord avec moi que l'atmosphère dans un club, c'est pas le nombre de personnes qui sont là qui fait ça, mais la plus grosse foule devant laquelle tu as joué, c'est où et combien de personnes en quelle année? Berlin. Tu te rappelles? Berlin, oui? Au Love Parade, je pense qu'il y avait 100 000 personnes, je pense. Ah ouais? Ben, je dis 100 000, c'était peut-être 110 000, peut-être 95 000, là, mais c'était une masse avec des tours de délai et tout ça. Wow. Ça, c'était en 2002, je pense. Peux-tu me nommer une personne que tu as rencontrée, que ce soit par son excentricité ou son charisme qui t'a marqué? Peut-être que tu l'as seulement croisé ou que tu as travaillé avec, mais nomme-moi une personne qui était impressionnante à tes yeux. David Bowie. David Bowie, tu l'as rencontré, oui? Oui, je travaillais. Il dégageait quelque chose, ce type-là? Écoute, c'est capoté. Je travaillais à Musique Plus et j'étais assis à mon bureau. Tu as la loge des artistes et on avait David Bowie comme artiste invité, mais qui était en bas. Moi, j'étais au 2e étage. Mais la loge était au 2e, mais le plateau de tournage de Musique Plus était au 1er. Fait que David Bowie, lui, il est dans la loge en train de se faire maquiller pour l'émission, tout ça. Moi, mon bureau est beaucoup plus loin, mais je réalise pas. Je me fais taper sur l'épaule, je me revire, puis il dit t'as-tu du feu? Puis la cigarette dans la bouche. Là, j'étais comme je vous trouve ça. Non, mais là, la réaction instantanée, c'est what the fuck, là. Excusez mon expression, mais c'est comme attends, David Bowie est en train de me demander du feu, là, tu sais, wow! Puis là, je cherche du feu en panique dans la station, je réussis à en trouver un, je donne le briquet, mais là, par nervosité, on n'avait déjà plus le droit de fumer à l'intérieur à cette époque-là. Par nervosité, je l'allume. Tu sais, là, lui, il fait comme ah, c'est cool, je peux fumer ici. Là, je fais comme. Je vais lui dire non, qu'il n'y a pas le droit de fumer, mais en même temps, mais non, là, je viens de l'allumer en plus. Je suis comme, ça serait comique, tu l'allumes, tu l'éteins après. Mais si on parle de rencontres inusitées, c'en est une où que, tu restes comme bouche bée, puis le soir, tu fais comme wow. Dan, je ne te poserai pas la question est-ce que la musique est meilleure ou moins bonne qu'il y a 30 ans, mais demeure-t-elle une source inépuisable de hits et en quoi la différence première entre 1990 et 2020 dans le domaine de la musique dance? À l'époque, les tunes duraient plus longtemps. Donc aujourd'hui, il faut se renouveler rapidement, il faut évoluer, il faut toujours être à la recherche de nouvelles sonorités, il faut énormément écouter ce qui se fait. Oui, il faut être original, mais en même temps,
si tu veux pas être comme complètement left field, complètement dans le champ, comme on dit, faut quand même que tu regardes. Tu aimes le baseball, les tendances. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il faut que tu comprennes un peu les tendances, où les tendances vont, parce que la plupart des artistes, on a tout notre petit son à nous, notre façon de faire. Mais en bout de ligne, il y a quand même des tendances générales. Qu'est-ce que le public veut aujourd'hui? Ben, le public veut aujourd'hui, c'est... La nouveauté par-dessus la nouveauté, mais le style, tu es encore un peu dans le techno house? Moi, présentement, je fais du house, je fais du pop, puis je fais de l'électro. Okay. Mais je te dirais que, regarde, non, il n'y a plus de style, c'est ça l'affaire. C'était beaucoup plus facile. Quand je dis c'était plus facile, il faut bien s'entendre. C'est jamais facile de faire une tune. Mais dans le temps, si tu peux, il y a 30-40 ans, faire une tune, tu faisais ton style, tes bébelles, tout ça, puis quand ça poignait, ben, tu étais là, puis tu étais là pour rester. Aujourd'hui, c'est la shop à burger. C'est pas des blagues, la shop à burger. C'est du fast-food. Ça rajoute un élément de c'est qu'il faut que quand on parle de se renouveler, je pense que c'est la plus grande qualité. Tu peux pas surfer sur un hit pendant 1 an, 2 ans, c'est impossible. On va parler des jeunes et des vieux DJ. Évidemment que l'adaptabilité, l'ouverture d'esprit, être sérieux dans son travail, quand je parle de sérieux, c'est la minutie musicale, les détails qui font la différence, la préparation, que ce soit mental, ton mindset. C'est quoi ton conseil, encore là, en une phrase, que tu donnes aux jeunes DJ qui croient qu'ils ont le talent? Et quel est ton conseil aussi aux vieux DJ qui commencent peut-être à tirer de la patte? Écoute, quand tu penses que tu n'es plus à ta place, ben oui, tu cèdes de la place à la nouvelle génération. Si une personne... Dès que tu as cette idée-là... Ben, à partir du moment où tu te remets en question, c'est que peut-être que là, tu sais, il y a une question de confiance en soi aussi là-dedans. Je ne veux pas pour le même côté sélection musicale. Ben oui. Pour les jeunes DJ qui commencent, ben faut apprendre à marcher avant de courir. Si j'avais un conseil à donner, c'est oui, de regarder les DJ un peu plus vieux, avec plus d'expérience, pour apprendre d'eux. Ça s'apprend pas sur le net. C'est du vécu. C'est de jouer devant des publics. C'est de jouer devant des publics différents. Et d'avoir la musique dans le sang. Oui, mais avoir la musique dans le sang, tu peux avoir ça dans le sang, puis sans nécessairement être un bon DJ ou un bon musicien. Parce qu'il y a du monde qui ils vont écouter de la musique toute leur vie puis qui sont pas capables de rentrer 2 tunes l'une dans l'autre. On parle de synchroniser 2 chansons, d'avoir le tempo. T'sais. Mais je te dirais, comment je pourrais dire, c'est pas en regardant une vidéo ou un tutoriel sur YouTube de comment faire danser un public que tu vas devenir DJ. C'est pas comme apprendre à danser la cha-cha. Non, pas du tout. OK, Dan, on va terminer avec les questions rafales. Ta réponse, c'est un mot. Okay. C'est tout. Okay. Toi et moi, là, on claque des doigts, on peut, pour 24 heures, se retrouver dans le passé. Tu choisis quelle année? 2000. Est-ce que tu aimais la bouche? Oui. Là, je vais me payer à la traite pour savoir tes goûts, ton appréciation. Les Bee Gees? Non. Inner City? Oui. La meilleure année top 40 de tous les temps? Pour moi, c'est 1979. Pour toi? Non, moi, je dirais... Moi, tu vas me dire 2000? Pas mal ça. Une année marquante musicalement des 20 dernières années, soit dans ta vie ou tout simplement sur le point de vue musical, selon toi? 2002. Est-ce que la musique était bonne cet été? En général à la radio? J'écoute pas la radio. OK. As-tu déjà été inquiet pour la situation de la musique, spécialement avec les multiples plateformes, ou tu n'as jamais eu d'inquiétude? Ah oui, grosse inquiétude. Oui? Plus maintenant, mais dans le temps. On parle seulement de sa musique. Est-ce que tu aimais Michael Jackson? Oui. La plus belle soirée musicale de ta carrière, peu importe le souvenir vibrant que tu pourrais avoir. Je suis à Ibiza. Oui? Ben, c'est une question que je t'ai déjà posée. Est-ce que tu te pinces encore parfois? Tu m'as dit que non. Je vois bien que tu es conscient et reconnaissant du privilège que tu as de gagner ta vie en faisant de la musique. Finalement, dans ton métier, moi je dirais que c'est pas seulement le talent, c'est comme au hockey, c'est travail fort et tu auras des bons résultats. Tu es d'accord avec moi? Absolument. Moi, je voudrais te remercier au nom de tous les gens, spécialement tes partisans qui auront eu la chance aujourd'hui de te connaître un peu plus, parce qu'il y a quand même une personne derrière le Music Man. Ta musique reflète bien ce que tu es. Elle est audacieuse, ambitieuse, énergique. À l'oreille, parfois même, je dirais que c'est enivrant. Je te souhaite beaucoup de succès encore, même si tu en as connu comme plusieurs, comme je te disais tantôt, ne peuvent s'en vanter. J'aimerais en terminant poser une dernière question où tu pourrais me réconforter, parce que moi je fais partie des nostalgiques qui s'ennuient beaucoup des pistes de danse.
Les discothèques, les pistes de danse, comme nous l'avons connu, est-ce que cette période-là va revenir? Exemple, dans 6 mois, il n'y a plus de COVID, est-ce que les gens vont se garrocher ou ça s'est changé et ça va être vraiment difficile de revenir? Ça va être graduel, selon moi. Puis, parce que tu as deux clientèles. Tu as ceux qui ont hâte de revenir pour faire le party. Il n'y a plus de piste de danse aussi parce que ça prend un permis de piste de danse. Exact. C'est ça la passe. Puis tu as l'autre partie du monde qui vont dire ouais, mais là c'est un rassemblement. Ils vont être peureux, ils vont revenir tranquillement. Tu comprends? Fait que t'as ceux qui ont hâte de refaire le party, puis t'as ceux qui aiment ça faire le party, mais ils sont craintifs. Fait que ça va se balancer avec le temps. T'sais. Mais écoute, ce que je t'ai dit tantôt, c'est pas des blagues. Je m'étais jamais fait dire ça dans ma vie. On m'engage pour aller faire la musique à un endroit et on me dit mais pas trop de bonnes tunes. Ouais, bonne celle-là. Mais pas trop de bonne musique, puis faut pas que le monde danse. Attends. Tu sais, c'est incroyable. Je pensais jamais me faire dire ça un jour. Puis c'est arrivé pas plus tard qu'il y a 2 semaines. Puis en même temps, on est rendu là, mais regarde, ça va se passer. Je te répète, ta plus grande qualité, c'est savoir se renouveler chez un artiste comme David Bowie. C'est très important. Je te trouve sympathique. Merci d'avoir été des nôtres. Beaucoup de succès encore dans tes futures compilations et tout ça. Merci à mon nouvel ami. Je voudrais te donner la main, je peux pas. Coude. On se donne le coude. On se revoit, Dan. Merci d'avoir été ici. Merci. Merci beaucoup. Très apprécié. Je vous rappelle, nous sommes en direct du Bâton Rouge de la Chenelle, endroit imbattable quand on parle de bons repas. L'atmosphère est chaleureuse et rien de mieux qu'un délicieux steak cuit à votre goût. Mais n'oubliez pas, le menu est complet ici. Il n'y a pas que la viande rouge. C'est un restaurant de choix qui est situé au 1400 rue Yves Blais. Pour les réservations, Carole va prendre la place maintenant, mon cher Dan. Bonne journée. Salut, salut. Yes. Pour les réservations, ici au Bâton Rouge de la Chenelle, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 581-1888. Maintenant, vous êtes amateur de chasse et de pêche, l'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, un endroit qui porte bien son nom, situé au 303 Notre-Dame, à Repentigny. Beaucoup d'expérience sur place, ça fait déjà 23 ans que ce très beau magasin est ouvert, une bonne réputation. C'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de conseils et de bas prix. Allez voir François le Gérant au 303 Notre-Dame, Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Maintenant, notre deuxième invitée, elle fait partie de la grande famille de la Marina de Repentigny. Elle est ici pour nous partager son expérience récente sur le terrain concernant les personnes en centre d'accueil en cette période difficile de crise. Je vous présente donc une psychothérapeute toujours très intéressante, Carole Crevier. Bonjour Carole. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Carole, tout d'abord, courageusement, dernièrement, tu as fait un retour au travail. Tu es retournée dans les centres d'hébergement pour personnes semi-autonomes et tout ça. J'aimerais qu'on parle de ton expérience, parce que toi, tu es une personne responsable et généreuse, je te connais. Ça prend beaucoup de courage pour faire ça en cette période de crise, et veux pas, je veux dire, tu n'as plus 20 ans non plus, c'est pas tout le monde qui ferait ça. Quels sont les plus grands besoins les plus criants que tu as constatés, toi, dans ton expérience dernièrement? Il faut juste rajouter que je suis infirmière, en plus d'être psychosociologue. Fait que c'est sûr que ça me fait comme 2 chapeaux. Donc mon regard est différent si je serais juste infirmière. Étant retraitée depuis 3 ans, quand j'ai vu là, comment ça se passait, comment c'était difficile, comment les besoins étaient criants, je me disais, il faut que je fasse quelque chose. Parce que je pense que quand on est infirmière, c'est une vocation. On est là pour aider. Ça prend du cœur. On est là pour aider. Donc, je me suis inscrite au... Et du cœur, tu en as? Je pense que oui. Oh, beaucoup. Fait que je me suis inscrite au CIUS Lanaudière compte tenu que je reste dans ce secteur-là. Et puis là, c'est ça, on m'a envoyé travailler dans une résidence personnes âgées privée. En tant que préposée aux bénéficiaires, c'était entendu comme tel. Sauf que je me suis aperçue que, en tout cas, à cet endroit-là, parce que le CIUS, il nous faire des visites par la suite, il manquait de protection, de lunettes, on avait des masques, puis on n'avait pas le droit d'en prendre plus que 2, tout était rationné. Le département sur lequel j'ai travaillé aussi, la propreté so-so. Au niveau médicaments, c'était des gens qui n'étaient pas dans le médical, qui donnaient des médicaments. Il y avait beaucoup d'échappées au niveau organisationnel. C'est des gens qui étaient en perte cognitif, un peu Alzheimer.
18 personnes. On m'a demandé des choses que moi, selon mon éthique, là, ça ne fonctionne pas. Ça ne marchait pas du tout. Non, non. Moi, j'ai une éthique très arrêtée. Oui. Je suis Je veux professionnelle. dire, il y a un cadre quand même dans ce métier-là. Oui. Non, c'était vraiment là, explosif. Ah, ouais, ouais. Explosif, ce qui fait que j'ai travaillé que 3 jours. J'ai coupé court. Comme le CIUS était pour venir de toute façon faire une évaluation, je me suis pas avancée pour déclarer ou décrire ça. Je me disais déjà le problème, c'est pas un problème qui était récent, c'est un problème qui datait. Selon moi, c'est un problème qui datait. Fait que je suis revenue chez moi. Mais tout ça pour dire que j'étais encore dans les mêmes conditions, j'avais comme besoin d'aider et tout. Puis comme je travaillais à la marina à Repentigny, j'ai parlé comme ça de ma capacité d'aider les personnes âgées. On va en parler de la marina justement un peu plus tard. OK. Mais je trouve aussi, en tant que psychosociologue, ce que moi je relève en ce moment, c'est des problèmes de communication. Bien, c'est ça, parce qu'on a parlé, toi et moi, en ronde, 80% du non-verbal, tout a changé, un climat de peur, le manque de communication. J'ai bien aimé le terme que tu as employé de qualificatif aliénant, qui veut tout dire. Oui. C'est à rendre fou. L'être humain n'est pas fait fondamentalement pour être seul. Ouais. Le bébé qui naît, la mère le garde contre lui. Il a besoin de contact. Okay? Même si on vieillit, on conserve ça. On regarde les animaux. On va être plus sélectif, mais ça prend, ça prend des contacts. Okay, en psychologie, traditionnellement, on dit que ça prend 4 contacts humains pour garder l'équilibre par jour. Donc, puis là, toi, ce que tu as constaté, je veux dire, c'est défaillant. Absolument, absolument. Moi qui est capable, j'ai plein de petites recettes pour m'en sortir. Si moi j'ai des problèmes, la majorité des gens en ont déjà des problèmes. As-tu des recettes de gâteaux? Des bonnes recettes aussi? On en reparlera. Oui, malgré que j'ai fait de la bouffe là, suffisamment. Là, mais toi qui es une communicatrice dans l'âme, c'est doublement plus difficile de se retrouver dans un contexte pareil. Hein? C'est désolant, puis justement, je suis allée à Saint-Sauveur récemment. Oui. Le climat général, là, c'est désert, il y a beaucoup de mecs, parce que c'est un endroit que j'adorais en montagne, tout ça, il y a comme une belle énergie normalement positive. Là, c'est vraiment à d'autres niveaux, là. Les gens ont peur, ils te regardent. Même quand tu rentres dans les magasins, magasiner avec un masque dans le visage, tu peux pas toucher des fois au linge. Ben, on parle du masque. C'est en retenue constamment. Je vais t'en parler plus loin, l'effet que ça a sur la jeunesse d'aujourd'hui. Là, on se retrouve dans une société fragilisée. Où vois-tu l'incidence négative en premier sur notre monde, socialement parlant, et ce que tu vois pour le futur, toi? Es-tu optimiste ou, sans dire que c'est le début de la fin là, du monde qu'on a connu, est-ce que ça te fait peur? Comment tu vois ça? Non, je suis pas pessimiste. Je sais que t'es pas négative, non, je suis positive. Il y a toujours un revers à la médaille, côté positif, côté négatif. Je trouve qu'avant, même je dirais une dizaine d'années, les gens étaient plus dans l'individualité. Ils étaient plus dans me, myself and I. Là, maintenant, on est plus dans le regroupement. Cette situation-là... Parce qu'on est obligé. Oui. Il y en a des gens qui ne sont pas habitués, mais il y en a d'autres qui ont déjà commencé à regrouper. Ça fait partie de l'ère du poisson. L'ère du Verseau. L'ère du Verseau, excuse. Oui. Tranquillement, hein? Oui. C'est le point de départ. Depuis 2012 à peu près, je dirais. Oui. Déjà là, les enfants qui naissent, ils sont déjà beaucoup plus dans le regroupement. C'est pour ça qu'eux trouvent ça plus difficile. Le masque à l'école, là, de la distanciation. Pour la jeunesse d'aujourd'hui, moi je voulais te parler du masque, qui est un outil. On dit que le sourire est communicatif. Puis c'est vrai, va seulement au centre d'achat. C'est sûr que si tu souris à des hommes, ils vont croire que. Mais tu souris à un enfant, à un employé qui te répond à la caisse. C'est communicatif, c'est un outil que nous n'avons plus. C'est une gestuelle, naturelle. Oui. Je reviens encore à l'enfant. L'enfant, quand il va voir sa mère qui sourit, il va comme... allumer. Tu fais le test, tu sors avec l'air bête, il n'y a personne qui te regarde et tu vas peut-être croiser d'autres air bêtes, mais sors avec le sourire. Moi, je dis toujours, c'est quelque chose que je pratique. Fais un compliment à un étranger par jour, ne serait-ce que merci, vous travaillez bien.
quoi que ce soit quand tu es servi et tu fais parfois la différence dans la vie de cette personne-là. Mais là, avec le masque, c'est particulier. Moi, je te dirais que les gens sont beaucoup plus dans la peur, sont beaucoup plus dans la retenue et puis déprimés. Il y en a qui ont lâché prise, puis c'est comme ça, ils se battent plus. Parce que moi, je compare ça un peu à la guerre, parce que j'ai entendu justement des scientifiques qui comparaient ça un peu à la guerre. Tu as des battants, puis tu as des gens qui vont baisser les bras. OK? C'est un petit peu ça que je vois. Fait que moi, en étant positive, parce que je suis dans un autre milieu de résidence, je ris avec mes yeux, parce que j'ai un masque. Je vais motiver les employés autour de moi. Tu essaies de contribuer à ta façon. Amener un petit rayon de soleil, je te dirais, parce que chose c'est que ça. tout le monde devrait t'écouter là-dessus, parce que quand tu fais partie d'un groupe, que ce soit au travail, des amis, si tout ce que tu as à apporter, c'est un air bête ou de ne pas parler, ça commence pas bien. On en a parlé souvent, toi et moi. Oui, mais il y a ça, comme là, j'ai pas d'identité, OK? Donc, là, j'ai souligné, ça fait 2 mois que je suis là, j'ai souligné que ça me prend une identité. Carole, infirmière, avec une plaque. Ben oui. J'ai dit, les personnes âgées, parce que je suis dans une résidence de personnes âgées, malgré le masque, malgré le fait que tu souris, malgré les commentaires que tu fais, tu as besoin d'une identité pour te rassurer. Oui. Parce que là, il y a beaucoup d'employés, puis ça circule. Puis vu que moi, ça fait pas longtemps, c'est important d'identifier telle personne. Puis moi, je suis infirmière, je travaille comme infirmière, mais je suis multitâche. Fait que là, y a-t-il une infirmière aujourd'hui? Fait que là, j'en entends de toutes les couleurs. Fait que là, ils m'ont donné, thanks God, des journées fixes pour travailler. Puis je l'ai annoncé aux résidents. Je dis là, j'ai des journées fixes. Alors, si vous avez besoin, tu créer des liens aussi. Je vais être là. Puis j'ai aussi avancé que j'étais psychosociologue. S'il y avait besoin de relations d'aide, besoin de parler, j'étais là pour les recevoir. Et ça, tu es très bonne pour ça, pour écouter, donner des petits conseils. Je pense que tu vas être bonne. Moi, je vais te parler, de nos jours, ce n'est pas l'excellence ou la compétence qui est reconnue. C'est le nombre de fois l'exposure. Exemple, Donald Trump. Je ne veux pas parler contre le président américain, mais parfois ses propos, on pourrait s'en passer. Mais ça passe tellement souvent que ça finit par donner une crédibilité. C'est un phénomène qu'on voit sur Facebook, sur le web. Je veux dire, on va donner une crédibilité à quelqu'un, pas par rapport à ce qu'elle a dit, par rapport au nombre de fois qu'on la voit. Si on la voit souvent, bien, ça doit être bon. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, l'aspect média, l'aspect web aujourd'hui, qui vient peut-être finalement jouer contre la jeunesse? Bien, elle joue pas juste contre la jeunesse, elle joue contre tout le monde. Ouais. À un moment donné, moi, j'entends parler qu'on n'écoute plus les nouvelles, les informations sont pas positives. Fait que c'est comme pas évident. Si déjà tu es un peu déprimé, si déjà tu es isolé chez toi, si déjà tu as de la misère à budgéter, toujours, ben, tu es déjà dans des facteurs stress. Puis ça se rajoute en plus parce qu'il y avait une échelle de stress de Anne Sellier. Oui. Puis je suis sûre qu'on est rendu quasiment à 200, puis 200 après, c'est la maladie. Oui, c'est ça. Fait que la maladie, il va en avoir, c'est sûr, un peu plus, que ce soit des maladies dégénératives même, parce que là, il y a un épuisement là, général qui s'ensuit chez la personne. Puis le système immunitaire, il est comme plus là. Donc, c'est triste. On devient comme... Carole, nous allons prendre une pause. Je vais parler d'un de nos partenaires ici. Oui. C'est une note un peu plus sérieuse. Vous serez traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, n'oubliez pas le mot-clé, c'est de ne pas attendre, parce que plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Et la solution, c'est Rive-Nord Extermination. 35 ans d'expérience, une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706 pour la solution Rive-Nord Extermination. En étant positif, j'essaie de trouver quelque chose de bénéfique de nos jours. Et pour la jeunesse d'aujourd'hui, les rencontres par ordinateur, les rencontres qui se font par le web, ça peut peut-être être positif dans le sens que ça va être plus facile de prendre le temps de rencontrer quelqu'un physiquement. Puis ça va enseigner peut-être aux jeunes à ne pas nécessairement tomber en amour et s'oublier en rencontrant quelqu'un une première fois, puis tu es déjà en amour, de prendre le temps de se parler, de se connecter, apprendre à choisir ce qui sera bon pour soi, mais aussi pour les deux. Est-ce que tu penses que ça peut être un bon outil ou tu es de ceux qui disent non, c'est pas bon les rencontres sur le web?
C'est une réalité qui est pas la norme. On est dans un autre monde, parce que quand tu rentres dans la réalité, là, comme on est présentement, ça peut être autre chose. Parce que là, tu n'as pas le retour, tu n'as pas la voix qui t'amène une espèce d'expression de soi, le regard aussi. Parce que quand on est deux personnes, on ressent aussi l'énergie qui est partagée. OK? Tu n'as pas ça sur le cellulaire, tu n'as pas ça quand tu es en virtuel. C'est manquant, ce qui fait que... Ben, es-tu d'accord avec moi qu'on peut voir le degré de culture de quelqu'un? Je veux dire, si tu communiques avec quelqu'un, puis après 4 phrases, il y a 9 fautes, ça t'en dit... Avec des courriels. Oui, mais est-ce que c'est pas vrai? C'est pas vrai que tu vas mettre un universitaire avec quelqu'un qui a un secondaire 1 et que ça va fonctionner, ça va être l'exception. Comme c'est pas vrai que tu vas mettre un fumeux de pote qui se couche à 4 heures avec une femme sportive qui se couche à 9h30. C'est pas vrai qu'à long terme, ça peut fonctionner. Mais moi qui ai l'université, finalement... Tu es bachelière? Oui, comme psychosociologue. Il y a l'école de la vie aussi. Oui, ça c'est sûr. Il y a les gens qui vont lire, mais c'est des rats de bibliothèque qui n'appliquent rien. Oui. En société, c'est 0. Oui. Moi, je vais aller plus vers des gens qui vont... Le cœur, finalement, et la communication. À travers leurs expériences, ils vont appliquer, puis ils vont changer, puis ils vont évoluer. OK? Ça, c'est pas décrit, là. La seule problématique, c'est que si la personne, elle se compare à toi au niveau scolarité, là, elle peut se sentir moindre. Parce que j'en ai rencontré des gens comme ça, mais c'est ta version à toi. C'est comme ça que tu te vois. Moi, je te vois pas comme ça. Mais tu peux pas changer quelqu'un si cette personne-là se voit d'une telle manière, elle se perçoit comme ça. Il faut rester dans nos bottines. Encore plus en ce moment. OK? Pour se nourrir de positif, pour se nourrir de choses qui nous intéressent. Oui, des passions. Oui. On parlait de musique. Suivre ses passions, très important. On parlait de musique tantôt, là. Parce que ça ne ment pas. Moi, j'appelle ça la musique de l'âme. Tu as un besoin d'être plus énergisé, tu mets une musique qui va t'énergiser. Tu as un besoin, je vais mettre la musique de détente parce que j'ai besoin de relaxer. Non, moi, je prends pas d'alcool. C'est plat. J'ai d'autres défauts. Okay. Non, mais j'ai acheté du sucre de glace. Ah, non, ça, c'est bon, je suis pas une gourmande, je suis une gourmet. Ah, ça, c'est bien, ça. Carole, encore concernant la jeunesse d'aujourd'hui, moi, je trouve ça triste parce que c'est à la mode. On est dans une société, puis je pense que c'est un reflet du désespoir parfois. On est dans une société, ça, c'est pas une bonne tactique, qui ironise constamment. On le voit dans les téléromans, on le voit même dans les publicités. Ça n'était pas comme ça il y a 25-30 ans. L'ironie est partout, c'est un sens critique accentué, c'est la norme. Ceux qui sont différents sont mal vus, ceux qui n'ironisent pas, je veux dire. Qu'est-ce que tu me dirais à ce niveau-là, sur la société d'aujourd'hui qui est toujours en train de... soit à la blague, ou il y a beaucoup de... C'est l'ironie, c'est tout simplement, c'est le bon mot. Ouais, moi, je verrais ça autrement. Je verrais ça comme de la provocation. OK. Ils veulent attirer l'attention. Bon, ça, c'est bon. C'est souvent des enfants qui sont de familles séparées, divorcées, qui ont été ballottés pas mal. Ils ont été mis... Ballottés, j'aime ça, ce terme-là. Comme au hockey. Qui ont été mis un peu de côté pour toutes sortes de raisons. Donc, ils ont intérieurement peut-être un sentiment d'abandon. Fait qu'à ce moment-là, ils vont comme provoquer, attirer l'attention sur eux. Mais fondamentalement, c'est pas négatif. Mais c'est qu'ils ne font rien, ils critiquent ceux qui font. Ils passent à l'action, mais pas nécessairement dans un premier niveau de la bonne manière. Mais quand on creuse un peu, parce qu'on a des échanges avec eux, là, on s'aperçoit que c'est autre chose. Puis aussi, je dirais, par rapport à l'âge du Verseau, c'est des leaders. Les leaders... Il y a des leaders négatifs aussi. Ils ne sont pas dans la zone grise, les leaders. Ouais. Ça part ou ça part pas. C'est bien dit. On veut ou on veut pas. Nous, je m'inclus, on peut être dans la zone grise, mais là, je vais attendre par rapport à ci, par rapport à ça. Eux, ils ont déjà une capacité décisionnelle claire. Sauf qu'on n'est pas tout rendu là, puis on n'a pas tout vu ça. Fait qu'il y a comme un petit décalage de perception. Je dirais ça comme ça. Carole, avant de terminer en parlant de la marina qui nous manque, la dernière des grandes discothèques, moi, j'ai fait à la blague souvent durant le COVID. J'ai continué nos émissions en studio avec Sans Contact et ainsi de suite. On disait qu'il y aura beaucoup de naissances dans 9 mois, dans 10 mois, ainsi de suite. Mais il y a beaucoup de séparations aussi.
Si tu avais, parce que c'est sûr que les couples d'apparence, comme on en connaît tous, qui sont ensemble depuis 20-30 ans, mais c'est pour pas se séparer la maison, parfois c'est pour les enfants. Mais je veux dire, après 3-4 jours ensemble, enfermés dans la maison, confinés, ben là, la réalité vous saute aux yeux. Ça serait quoi ton conseil aux couples d'aujourd'hui qui ont vécu des difficultés, mais qui ne se sont pas séparés? Ça serait quoi ton mot de sagesse là-dessus, toi qui as été en couple quelques fois? Je dirais que la société était rendue à un point où ça travaillait tout le temps, OK? Un épuisement. Money talks. Oui. Manque de communication. Manque de toucher. On parlait de communication, mais de communication à tous les niveaux. Parole, contact physique, puis se regarder dans les yeux. OK? Regarder dans les yeux. Fait que là, à ce moment-là, quand on est confiné à la maison, puis là, on fait du télétravail, puis on reste à la maison, puis on n'est pas habitué de se parler, puis on n'est pas habitué... La marche est haute. Parce que l'autre est toujours dans notre bulle, là. Ah, puis c'est pas long, là. C'est pas une bulle sociale, Ah oui. c'est bon. Fait que c'est sûr que là, on devient comme plus irritable. Ah, le nombre de séparations là, dans mon entourage, c'est fou. Puis, après l'irritation, après l'espèce de pseudo-contrôle, parce qu'on veut contrôler ce qu'on peut pas contrôler, hein? On peut pas contrôler la pandémie, fait que là, on essaie de contrôler ce qu'on peut. Mais là, à un moment donné, ça monte, on devient comme nerveux, on devient comme... Là, la violence peut s'engager, violence verbale. On va descendre l'autre personne, l'autre va descendre. Puis là, à un moment donné, tu peux même arriver à la violence physique. Tu peux arriver à la violation aussi, là. Oui, des cas extrêmes, certains. Oui. Il y a des enfants aussi qui ont payé pour ça. Là. Mais ça, c'est des contrôles, OK? Des espèces de contrôles parce qu'on ne contrôle pas ce qui se passe. Fait que là, on va essayer de balancer finalement avec cette espèce de contrôle-là. Mais, on va dire ça souvent, tout ce qui part revient. C'est comme une flèche qu'on tire. Un boomerang, c'est l'effet boomerang. Oui, une flèche négative, ça revient négatif. Oui, c'est ça. Ça, tu fais pas du positif avec du négatif. On va parler un petit peu de la Marina. Célibataire en fête le dimanche, est-ce que ça te manque? C'est sûr. Quelle question? J'ai eu des nouvelles récemment. Oui. Ça a donné comme ça parce que je suis allée marcher au Parc Lebel. Tout nous manque, là, la Marina. La piste de danse, la vue sur le fleuve. C'est quoi les nouvelles que tu as? Je pense que ça va être mieux d'aller danser ailleurs. C'est pas pour demain. Les serveuses m'ont dit qu'ils fermaient jusqu'à l'été prochain. Tout l'hiver, oui. Puis même, peut-être, entre guillemets, les rumeurs, peut-être qu'ils pourraient vendre. Oui, bien ça, c'est... OK, il y a certaines rumeurs, mais là, si vous voulez danser, je pense qu'il faudrait se rattraper ailleurs là, pour aller, surtout dans les grandes salles. On a hâte. Hein, une bonne cha-cha. Pas juste le dance music. Ou à la maison. Mais Carole, je vais en parler de la Marina qui nous manque parce qu'il y a quand même le menu terrasse et la terrasse qui sont disponibles vendredi, samedi et dimanche. Le personnel nous manque. La musique, l'ambiance, la Marina. Qui ne connaît pas la Marina? Je veux dire, elle n'a pas changé depuis 40 ans. À part les extraterrestres, je pense que personne qui ne connaît pas la Marina de Repentigny. Il y aura aussi les jeudis country pop de danse tout à fait gratuits donnés par Nathalie Pelletier, si jamais ça peut reprendre. Parce que pour se faire des amis, l'ambiance, c'est parfait à 19h le jeudi. Moi, ça me manque beaucoup, et pas seulement pour la question de Flashback, la fête du dance music, ou pour qui Marina Live, mais je veux dire, c'est un endroit culte. C'est un monument, la Marina de Repentigny. Moi, je souhaite de tout cœur que la famille ne vende pas. Ça nous manquait, mais ça serait peut-être repris par d'autres personnes. Merci, Carole. Toujours très intéressante, et je te félicite de ton courage, parce que c'est pas tout le monde qui aurait donné son nom. Surtout aussi, comme je le disais tantôt, tu pourrais rester chez toi avec ta pension et tout ça, mais tu as du courage, tu es travaillant de donner, parce que je sais, je te connais très bien. Ton mot d'ordre, toi, c'est l'entraide, c'est de donner ce que tu as à donner. Mais je peux juste finir qu'on a toutes des capacités propres à chacun, on a toutes des dons, tout et chacun, de mettre en pratique pour aider les humains. La communauté, c'est ça. Les humains. Que ce soit une personne ou un groupe. Je veux dire, comme le bénévolat, c'est très gratifiant. Tu vas chercher des sourires, tu vas aider des gens gratuitement. Je veux dire, c'est ça, ta paye bien plus que n'importe quoi. Puis, je reviendrai sur la valeur familiale. Moi, j'ai eu 2 bébés qui sont arrivés dans la pandémie. Pas évident, parce que tu ne peux pas les prendre. Tu es comme à distance, beaucoup de retenue. Mais je me dis, plus tard, je vais les voir grandir. C'est mes 4e et 5e petites filles. Félicitations. Ils ont une très gentille grand-maman. Je
Je dois dire ça. Mais il faut revenir à nos valeurs qui, pour nous, sont importantes. Donc, pour moi, c'est la valeur familiale. C'est ce qu'on souhaite de tout Le côté cœur, humanitaire. Parce que parfois, on passe par des épreuves et des drames avant de se reconnecter sur l'essentiel. Et peut-être que dans notre société, c'est ce qui se passe présentement avec l'ère du Verseau. L'être humain, c'est pas collé au pied du mur, il bouge pas. C'est ça. Ça dépend, mais c'est souvent comme ça. Merci Carole, toujours très intéressante et gentille. Je vous parle maintenant d'un garage dont la réputation n'est plus à refaire, Sam Auto, qui est situé au 1133 Notre-Dame. La confiance règne, le travail est bien fait, le respect du client en premier, les explications, de longues explications vont être données, parce qu'il y a aussi beaucoup d'expérience sur place. Moi, j'aime bien dire que ce sont les tops de la mécanique. Sam Auto, situé au 1133 Notre-Dame. N'oubliez pas les 3 mots magiques, on en a parlé beaucoup pendant le confinement. Comment ça va? Appelez un ami. Vous aurez plusieurs réponses, dont qui sont mes vrais amis? Mais vous allez semer un brin de joie et d'optimisme dans les cœurs des gens que vous allez appeler. Maintenant, rapidement, puisque le temps file, nous allons parler un petit peu de hockey maintenant que le Canadien a bougé. Mais même si Jake Allen va représenter vraiment une belle corde de plus aux Canadiens, un deuxième gardien, un auxiliaire à Carey Price, ça va prendre beaucoup plus. Présentement, il y a des rumeurs qui émanent de Pittsburgh. On a le droit de rêver. Pittsburgh qui voudra peut-être faire place à la jeunesse et question de budget aussi. On rêve maintenant de Christopher Le Temps à Montréal. C'est sûr qu'avec son bagage d'expérience, son influence, 3 bagues de la Coupe Stanley, un élément offensif qui serait bien apprécié à Montréal. En tout cas, moi, je serais très heureux. Maintenant, place aux demi-finales. Le chiffre magique, maintenant, c'est 8. Source de motivation additionnelle pour les équipes. Et 2 belles histoires dans l'Est, soit Tampa Bay et les Islanders de New York. Le plan simple du système de jeu des Islanders, c'est rendre très difficile l'accès à leur zone. On n'a pas vu ça dans le premier match de demi-finale, mais ça va se replacer. Vous devez travailler pour accéder à la zone des Islanders. La vie maintenant, après John Tavares, les Islanders ont prouvé que c'est pas grave, c'est pas l'histoire d'un joueur, mais c'est l'histoire d'une équipe. Et c'est la même chose aussi avec Tampa Bay. Vous avez Steven Stamkos qui est absent et Tampa Bay qui fait flèche de tout bois. Pour revenir aux Islanders, ils ont su bâtir une équipe comme on doit le faire, c'est-à-dire avec la défensive en premier. On a créé une identité, on a une bonne ligne qu'on dit en termes de hockey, shutdown, une ligne défensive. C'est la preuve, les Islanders, que c'est sur la glace et non sur papier qu'on voit la valeur d'une équipe, le système et le travail. Maintenant, dans l'Ouest, la confrontation Dallas contre Vegas, c'est une confrontation entre 2 anciens Canadiens dont le passage à Montréal a été un peu controversé, soit Alex Radulov avec Dallas et Max Pacioretty d'un autre côté. Ça, c'est fort intéressant. J'ai bien hâte de voir le résultat au bout de 7 matchs parce que je suis pas mal convaincu que ça va se rendre à 7. 2 joueurs qui apportent, Radulov et Max Pacioretty, qui apportent à peu près les mêmes résultats offensifs, des joueurs qui sont typiquement offensifs. Maintenant, qui remportera la Coupe Stanley? Un petit commentaire. Sur 4 équipes restantes, il y a 3 équipes qui sont vraiment dues. Dallas n'a pas remporté la Coupe Stanley depuis l'époque de Breton en 1999. Tampa Bay, si vous vous rappelez bien, en 2004, l'année qui a précédé le lockout, ont remporté la Coupe Stanley. Depuis ce temps-là, ils ont connu peu de succès. Et les Islanders, qui ont gagné 4 Coupes Stanley d'affilée de 80, 81, 82, 83, ont raté la finale en 84. Mais ça fait déjà plus de 35 ans. Et ce serait peut-être injuste de voir Vegas, qui après seulement quelques saisons dans la Ligue, remporter la Coupe Stanley. Mais depuis le début, je vous l'ai dit, Vegas est mon choix. En terminant, un mot sur le Royal de Repentigny. Demain, jeudi le 10, ce sera la 2e ronde qui débute des séries éliminatoires contre une équipe de taille, les Bisons de Saint-Eustache. Un beau défi pour le Royal. Dans le match numéro 2 aura lieu au parc Champigny samedi le 12 septembre, et c'est un programme double, un match à 13h et un match à 16h. On se rappelle que contre les Pirates de Laval, le Royal, dimanche, a gagné le dernier match, le match numéro 4 de la série pour les éliminer par la marque de 8-1. On a atteint la finale de section ainsi. On tirait de l'arrière 1-0 dans cette série, donc bonne chance à la troupe de Danny Prata. Maintenant, je vous parle d'un gym qui offre ambiance et compétences, soit TriStar Gym. Très belle salle de musculation, on peut pratiquer tout sport de combat sur place. Tout est prêt pour vous, on vous attend. L'expérience aussi est sur place, on va répondre à vos besoins. Quand on parle d'expérience, coach Yves Jabouin, qui est le propriétaire, a 31 combats professionnels MMA en carrière. Donc, TriStar Gym, ambiance et compétences au 530 Notre-Dame. Un mot rapide maintenant sur un de nos derniers partenaires à se joindre à l'équipe, soit la zone vêtements de sport et classiques qui est située au 148 Notre-Dame. Beaucoup de choix, 148 Notre-Dame à Repentigny. Comme je vous le dis, beaucoup de choix, de marques de choix disponibles au meilleur prix sur place, que ce soit Gas, Better Body, Riderwear, tout est là, on vous attend.
Je vais vous dire que John est un chic type. Ça vaut la peine d'aller voir cette super belle boutique, la zone vêtements de sport et classique, au 148 Notre-Dame. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-1113. Un mot sur Centre d'imagerie Pixel, l'incontournable et pour cause quand on parle d'imprimerie, de graphisme, en face de la marina, situé au 351 Notre-Dame à Repentigny. C'est tout simplement le numéro 1 quand on parle d'imprimerie. Très dur à battre, un service varié, très professionnel. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-99-44. Merci à mes invités, Dan Desnoyers, Carole Crevier. Je vous le répète, je le sais, c'est très important, les 3 mots magiques. N'oubliez pas, appelez un ami. Ça ne coûte pas cher. Comment ça va? C'est la grande question, les 3 mots magiques. Merci d'avoir été des nôtres. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.